Mais comment tu fais? Oh putain, mais s'il vous plaît, arrêtez avec le marraine. Ma sœur, dans quelle langue je vais devoir vous le dire? Oui, je suis la reine de cette planète. Mais on s'en fout. Appelez-moi Audrey, Lilith ou ma sœur. Arrêtez de m'appeler ma reine, ma reine, ma reine, ma reine. Je serai jamais votre reine comme vous l'imaginez. Je suis une reine sans trône, sans couronne, sans royaume. À un moment donné, j'ai été suffisamment claire depuis 6 ans sur la question. Donc oui, non pas ma reine, mais ma sœur, ça va rentrer. Un jour, ça va rentrer. Un jour, ça va rentrer chez mes Templiers. On n'est pas au Moyen-Âge. Arrêtez avec le marraine, c'est ma sœur. Sainte Audrey. Voilà, ma sœur, la bonne conscience, l'Esprit Saint qui vous parle. Lilith, le codex, Dieu, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais arrêtez avec ma reine. Non, quoique Dieu non plus. Non, Dieu, c'est mon codex, c'est la création. Ne m'associez pas ça non plus. T'es là, toi? Oui, je suis en train de monter en pression. Je reçois des messages, ma reine, ma reine, ma reine, ma reine. Laisse-moi tranquille, toi aussi. Je sais que je le suis, mais je veux pas être appelée comme ça. J'ai le droit, non? Eh, ce sont mes identités. Je choisis les identités qu'on doit m'appeler. Audrey, ma sœur, ou encore Lilith. Oui, Lilith, c'est bon, je l'ai accepté. Eh, j'ai pas trop le choix. Hein. Oui, mais moi, j'associe Lilith et Audrey. Je colle les deux. Puisque c'est la même personne. Il n'y a pas deux personnes différentes en moi. J'ai pas multiples personnalités. Encore heureux. Déjà, je communique avec toi. Je peux avoir une conversation, mais totalement normale, comme avec n'importe quel humain, avec Dieu. Donc déjà, c'est déjà trop pour moi, en vrai. Ah ben, je gère. J'ai pas le choix, hein. J'ai accepté la mission, j'ai accepté l'héritage, j'ai prêté serment avec mon sang. J'ai pas le choix, je me suis engagée. Voilà, quand tu t'engages, tu te désengages pas comme ça, voilà. Oui, je sais, la seule façon de me désengager, c'est réussir la mission. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas le choix. Maintenant que je suis engagée, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Mais à ma manière, pas à la tienne ou à la leur. Non, mais il faut arrêter de m'appeler ma reine parce qu'on me couronnera jamais. Il n'y aura pas de reine comme ils peuvent l'imaginer en France. On reste en République. Ce n'est pas la reine, c'est la Marianne française en 2023. Oui, mais ça m'énerve. Avec le sourire, bien entendu, toujours. Non, on me demande comment j'ai fait pour ramener le calme en 3 jours. Eh bien, si Poutine m'avait écouté, il aurait pris toute l'Ukraine en 3 jours. Voilà. Il y avait une condition. Il y a toujours une condition à devoir respecter. Tu la respectes pas, tout est terminé, tu prends dans la gueule. Pourquoi Poutine ne peut pas gagner? Eh, parce qu'il a désobéi. Voilà, il n'a pas suivi le plan. Quand tu rentres en mission et que tu ne suis pas le plan de A à Z, au pied et à la lettre, à un moment donné, le plan est un échec. Et là, tu subis. Pourquoi je subis jamais? Alors, moi, je suis le plan au pied à la lettre, putain. Moi qui suis désobéissante en temps normal, mais je suis la plus obéissante du monde. Et t'obéir à toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, honnêtement, ouais, faut être la plus obéissante de la planète pour ça, hein. Mais j'essaye de leur faire comprendre que mon but de mission, c'est de changer le système. Je peux pas claquer des doigts et je change le système comme ça. Donc comment ça fonctionne? Je passe par un humain pour transmettre le message. Ce message est reçu par cet humain. De son côté, il va envoyer à son tour le message. De son côté, si moi j'ai 30 personnes qui voient le message, 30 personnes qui vont le transmettre, de leur côté, ces 30 personnes-là, combien elles ont de personnes de leur côté? Suffit d'une personne
sur chacun des comptes avec le hashtag associé pour qu'au final le message soit transmis à toute la société. Mais tu as toujours besoin d'un autre messager. Voilà pourquoi je dis le téléphone arabe. Et chez moi, le message n'est jamais modifié. Par contre, ceux qui sont censés le recevoir ne le comprennent pas la plupart du temps. Mais tu sais, jusqu'à l'exécutif, ça fonctionne. Arrivé à l'exécutif, ça marche plus. Et c'est pareil avec certains chefs d'État. Ah, mais la chaîne fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais c'est quand on arrive à des incompétents que ça fonctionne plus. Voilà. On me demande comment j'ai fait en 3 jours. Mais parce que j'ai demandé aux policiers d'obéir à mes ordres et les ordres étaient les bons. Parce que j'ai demandé aux médiateurs, aux éducateurs d'aller dans les quartiers pour essayer de faire prendre conscience. C'est pas de faire arrêter le chaos, c'est de faire prendre conscience, de donner à ces jeunes les bons arguments. Ces jeunes ont besoin d'entendre le bon message. Et ils me disent prenne pouvoir. Je suis même plus à 25 là. Ni à 27. 35 quartiers de France. Non mais je crois que je vais faire le complet. 35 quartiers de France qui me disent prends pouvoir, réclame le trône. Mais parce qu'ils savent très bien que les politiques ne feront rien changer. Ils sont même pas capables de comprendre ce qui s'est passé. Ils sont pas capables d'en faire l'analyse, de mettre les bons mots sur ce qui s'est passé. Ils n'ont aucune solution à long terme à proposer. Mais ces jeunes de quartier veulent des solutions et des changements à long terme. Et là, maintenant, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Chaque fois, les politiques s'engagent, font des belles paroles, mais il n'y a jamais rien qui change, ou ça prend énormément de temps. On voit l'incompétence. En 3 jours, en contactant et en transmettant le message aux bonnes personnes, ça fonctionne. J'ai demandé aux parents, aux pères, aux mères, aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux cousines, aux parrains, aux marraines. J'ai demandé aux éducateurs, j'ai demandé aux imams, j'ai demandé aux élus, j'ai donné le bon discours. Voilà pourquoi ça fonctionne. Quand tout le monde tient le bon discours et quand tout le monde essaye de faire prendre conscience, l'appel à la raison, pas l'appel au calme. L'appel au calme, dans une situation comme ça, on ne l'entend pas. C'est l'appel à la raison. Surtout quand on rappelle que Dieu est furieux. Et je sais que toi, tu veux pas ce chaos-là. Et tu m'envoies pour régler le chaos, pas pour en créer plus. Mais chaque fois, ils en créent en permanence. Mais regarde déjà, mon Dieu, faut que tu arrives à comprendre. Oui, je sais que tu as du mal à comprendre les humains à force. Mais je te rassure, les humains ne se comprennent pas eux-mêmes. C'est justement ça le problème. Ils ne se connaissent pas, ils ne se comprennent pas, ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas, ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas de communication, puisqu'il y a tellement de liberté que tout le monde veut imposer qui il est dans la société. Mais tu imposes qui tu es dans ta vie privée. Le social, le sociétal, le commun, la communauté et non pas le communautarisme. C'est justement faire union, faire concorde, faire nation. Mais il n'y a pas ça, parce qu'il y a un système qui est inégal et imparfait. Quand tu mets un système égal et parfait pour tous, à un moment donné, tu as la moitié des problèmes de la société qui disparaissent en très peu de temps. Parce que déjà, il y a eu des actions, il y a eu de véritables changements, les mesures sont prises immédiatement et on en voit de suite les résultats. Voilà, dans ces cas-là, oui, il ferait confiance en leur politique. Mais ça fait 30 ans qu'ils entendent que les choses vont changer et ça ne change pas, au contraire, on régresse. Au lieu d'évoluer, on régresse. Et tout le monde le sait. Mais personne ne veut l'accepter en se disant il va falloir qu'on change, on n'a pas le choix. Va falloir changer de système, va falloir changer d'éducation, va falloir changer nos institutions, va falloir changer aussi les mentalités.
Il va falloir réduire certaines libertés pour pouvoir remettre certaines obligations. À un moment donné, les libertés peuvent exister dans la société s'il y a les devoirs d'abord qui sont respectés par les citoyens. Si les citoyens n'ont pas de devoirs et que des libertés, c'est le laisser-aller permanent. Il n'y a plus d'autorité. Voilà. Moi, j'en ai pas appelé à mettre des claques aux écoliers. J'en ai appelé à un cabinet de pénitence. Tu te mets pas à genoux, non, tu pries pas, mais tu vas faire tes lignes pour retenir la leçon. Je ne dois pas cracher sur mon professeur. Je ne dois pas cracher sur mon professeur. Et si je te dis 1000 lignes, tu sors pas du cabinet de pénitence tant que ces 1000 lignes ne sont pas terminées. Il n'y a pas de violence. Ça, c'est de l'autorité, c'est de l'éducation. Si tu veux pas apprendre, je vais te faire apprendre. Copier, coller, mais à la main. Ça, c'est faire respecter l'autorité. Il n'y a pas de violence. C'est pas un sévice. Ça fait pas de mal au gamin, à part au doigt, d'écrire le pourquoi il est puni et pourquoi il est puni parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. C'est ça que les enfants, on parle d'autorité. Si tu punis un enfant sans lui expliquer pourquoi il est puni, et s'il ne retient pas le pourquoi il est puni, il recommence parce qu'il n'a pas compris la punition. Tu lui as pas expliqué le pourquoi du comment. Un cabinet de pénitence. Et non pas, à un moment donné, on les envoie où? En récréation. Ben, je suis désolée, une salle où tu as tous les cancres qui sont mis en heure de colle. L'heure de colle, ils sont tous ensemble, ils chahutent, ils sont sur leur téléphone. À un moment donné, c'est pas une punition. La punition, c'est seul dans un bureau, seul dans une pièce, une lampe, un stylo, une feuille, un bureau, une chaise. Et là, tu vas comprendre la leçon. Quand tu te retrouveras au bout de 3 fois dans le cabinet de pénitence à écrire des lignes pour retenir le pourquoi t'es puni et t'es mis à l'écart des autres, peut-être que tu retiendras la leçon. Là, par contre, la leçon n'est pas la même. Ça, c'est de la sévérité. C'est pas de l'autoritarisme, c'est de l'autorité. C'est faire respecter et faire appliquer les ordres. Mettre une gifle, ça n'explique pas le pourquoi t'as pris la gifle. Une mère qui va chercher son enfant dans un quartier quand il est en train de jeter des cocktails Molotov, que le gamin prenne une gifle, c'est normal. Qui que ce soit qui dirait le contraire, t'as un problème mental. Va te faire soigner. Si ton gamin est en train de jeter un cocktail Molotov sur un policier, que tu le tires par le cou, que tu lui mets une paire de gifles et tu rentres à la maison, ça c'est de l'autorité, c'est une gifle méritée. Quand on dit il y a des gifles qui se perdent, c'est qu'il y a une bonne raison. Dans certains cas, tu peux, sur une situation où l'enfant est en train de mettre en danger quelqu'un d'autre ou se mettre en danger lui-même, lui en coller une pour le ramener à la raison. Après, c'est pas le passer à tabac, c'est pas de la violence familiale. C'est dans le contexte. Qu'on punisse un parent qui mette une gifle à son enfant parce qu'il a une mauvaise note, non. Ça, c'est une violence sur un enfant qui n'est pas légitime. Mais si ton gamin est en train d'envoyer un cocktail Molotov ou tirer au mortier sur des policiers ou sur une école, la gifle est méritée. C'est une gifle qui s'est pas perdue au moins. La prochaine fois, on ne le verra pas dans la rue. Voilà. Et demandez à ces parents qui sont allés les chercher si les enfants sont ressortis depuis, sont restés à la maison, bien obéissants. Hein. Parce qu'en plus de la gifle, ils se sont pris une putain d'engueulade à la maison. Et punis de sortie, punis de ci, punis de ça. Il y a des parents qui sont en train même d'être autoritaristes sur leur enfant parce qu'ils savent que là, il n'y a plus le choix. C'est soit ça, soit ton gamin, il est perdu, il est fini, c'est terminé. C'est maintenant ou jamais. À 13-14 ans, si t'attends ces 17 ans pour le remettre sur le droit chemin, mais ton gamin, tu l'as laissé tomber, il a traîné, il a chuté, ton enfant va être buté un jour. Si tu tiens à tes enfants, ne les laisse pas traîner comme ça. Surtout quand il y a des émeutes, qu'ils ont 14-15 ans. Voilà. Donc un père, une mère
un oncle, une tante, un frère, une sœur qui va chercher des gamins qui sont en train de faire ce chaos-là en leur mettant une gifle, et moi je dis bravo aux parents. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas eu d'autorité jusqu'à présent, mais là vous avez fait ce qu'il fallait. Dans la situation, vous avez fait ce qu'il fallait. Hors contexte, non, on ne fera pas ses enfants. Mais à un moment donné, quand ton gamin est en train de tirer au mortier ou de tirer un cocktail Molotov sur qui que ce soit, la gifle est méritée. Faut arrêter de croire que non. C'est de claquer ton enfant sans aucune raison, ou pour une mauvaise note, ou parce qu'il a fait tomber son bol. Moi, j'en connais des femmes qui ont mis une gifle à leur gamin de 6 ans parce que leur gamin a renversé son bol de lait. À un moment donné, non, tu claques pas ton fils parce que ton fils a renversé son bol de lait. C'est rien. Tu lui apprends à nettoyer, tu nettoies avec lui. Si t'es une mère, tu te comportes comme ça. Par contre, à un moment donné, si tu es une mère, que ton gamin est en train de tirer sur une mairie, sur une école, sur la police ou sur qui que ce soit d'autre, que tu arrives, que tu le saisisses, que tu lui en mettes une, non, la justice n'a même pas à s'en occuper. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas assumer l'autorité d'enfants pareils. C'est aux parents de savoir les redresser, même s'il faut y aller avec une gifle bien méritée pour pouvoir le ramener à la raison. Il y a le contexte, voilà. Quand on appelle aux jeunes de quartier, aux grands frères, aux petits frères, aux petites sœurs, aux grandes sœurs, quand on appelle à tout le monde, ben ça fonctionne. Parce que tout le monde, en y allant un par un, ça fait un ensemble qui tient le même discours et ensemble on arrive à ramener la paix. Oui, les policiers, parce que ce sont mes syndicaux qui révèlent la vérité. Eh ben oui, les policiers l'ont dit, même des délinquants de quartier, même des dealers, même des gangsters, des racailles, comme vous les appelez, même eux ont dit stop, ça suffit maintenant. Les imams ont essayé de leur réinculquer la sainte parole pour les ramener à la raison. Les parents ont fait le taf aussi. Et l'exécutif, il n'y a que vous qui ne faites pas ce qu'il faut en réalité. Vous avez passé votre temps à dire il faut punir, il faut punir. Vous regardez que le répressif régalien n'est pas répressif. La répression n'est pas du régalien. Il ne faut pas confondre les deux. Le régalien, c'est l'ordre. Le répressif, c'est l'autoritarisme. Oui, il y a eu un contexte de chaos. Pourquoi? Parce qu'un policier a fait de la merde. C'est pas toute la police, c'est un policier qui a fait de la merde. Mais ça entache toute la police. Vous manquez de formation, mes policiers, je vous l'ai dit. Oui, je vais tirer avec mon policier. Donc voilà, c'est prévu justement pour demain. Il était encore occupé sur le terrain cette nuit, donc on va attendre qu'il ne soit plus en service et qu'il puisse avoir un jour de repos pour que je lui montre comment moi je suis entraînée. Et il va comprendre ce qui pose problème dans la police. Voilà. Moi, j'aurais été à la place de ce policier. On m'a posé la question, des jeunes de quartier m'ont posé la question. J'aurais dit que je n'aurais jamais tiré. Je n'étais pas devant le véhicule. Je ne risquais rien. Sur le chemin, il n'y avait personne qui pouvait justement être renversé par la voiture. Donc, en analyse de la situation, non, j'aurais pas tiré. Mais beaucoup de policiers à moi ont dit la même chose. Hein. On est obligé de le défendre parce que c'est un collègue. C'est comme les dealers. Les dealers se défendent ensemble. Les policiers se défendent ensemble. C'est deux sortes de communautarisme. Et si on regardait, on dit que les jeunes de quartier, c'est une famille. On dit que les policiers, c'est une famille aussi. Mais en vérité, vous êtes les mêmes citoyens des Français. Avec exactement les mêmes problèmes. Voilà. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous parler. Parce que bien sûr, vous êtes dans un conflit policier-voleur. C'est normal. Le policier veut enfermer et veut empêcher les délinquants d'agir. Et les délinquants veulent la paix, pouvoir agir sans que la police leur soit dessus. C'est un conflit permanent et c'est normal. Et ça a toujours été comme ça.
Mais le problème, c'est l'irrespect. Le fait que, à l'heure d'aujourd'hui, plus personne n'assume ses responsabilités. Moi, j'ai pas le permis. Je prends le volant, je me fais arrêter, j'ouvre la fenêtre. Bonjour, monsieur le policier, je suis en infraction, je sais, je n'ai pas de permis, je descends du véhicule, je ne suis pas armé, je n'ai rien de suspect, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé. Voilà. Et je mets les deux mains en l'air en sortant du véhicule. Déjà, j'ouvre la fenêtre avant que le policier me le demande. Je retire les clés, je les fais passer par la fenêtre au moment où le policier arrive, ce qui déjà fait comprendre au policier que je ne vais pas faire un refus d'obtempérer et que je me soumets à l'arrestation. Je sors du véhicule les mains en l'air en déclarant que je n'ai rien de dangereux sur moi, que je n'ai pas consommé d'alcool, que je n'ai pas consommé de drogue, mais que par contre, oui, je n'ai pas le permis de conduire. Je vais charger, ouais, mais à un moment donné, j'ai pris le risque, j'assume. Et je fais ça dans les règles de l'art. Si tout le monde fait ça, il n'y a personne qui crève en réalité. Voilà. Le problème, c'est que quand Naël ne s'est pas arrêté la première fois, les policiers, directement, ils se sont mis dans une situation, c'est un danger, il va nous écraser, il va tenter à notre vie. Avec tous les faits de société qu'on a vus ces derniers temps, les policiers directement imaginent ça. Et c'est ça qui devient dangereux. C'est que plus il y a de refus d'obtempérer où on fonce sur des policiers, plus quand il y aura de refus d'obtempérer, ils risquent de faire feu. Parce qu'ils se sentent en danger. Dès qu'ils voient le véhicule comme étant une arme qui va les tuer obligatoirement. Parce que le stéréotype qui est dans ces voitures, c'est un stéréotype de délinquant et non pas d'arabe ou de black. Oui, la police est raciste. Pas contre les arabes, pas contre les noirs, pas contre les chinois. C'est pas contre une race, une ethnie. Ils sont racistes contre les délinquants, contre les racailles. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois arabe, peu importe ta nationalité, t'es une racaille, t'es un problème pour la société. Voilà ce que pense la police. Et de l'autre côté, tu as ces jeunes de quartier qui disent la police est un problème, la police tue, la police, vu qu'on est dans l'illégalité, donc voilà, préfère nous supprimer parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en prison, parce qu'au final, si on récidive, eh bien, le meilleur moyen de nous empêcher de récidiver, c'est de nous buter. Voilà ce que pensent les quartiers à côté. Il va falloir une nouvelle politique de communication entre les quartiers et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre vont devoir changer de mode de fonctionnement, vont devoir être beaucoup plus formés, va falloir leur faire moins de plats-peurasses et beaucoup plus de temps de tir. Quand un policier a tiré avec son arme que 3 fois dans sa vie, et que moi, en 6 ans de mission avec mon Templier, j'ai tiré plus de 200 fois, à un moment donné, il va s'en rendre compte, ma précision est la sienne. Il m'a dit, j'ai tiré que 2 fois avec mon arme. Ça veut dire qu'il a fait 200 de tirs dans toute sa carrière. C'est grave. On vous donne une arme, mais vous apprenez pas à vous en servir. Vous apprenez pas la précision et le tir juste à tous les coups. Frère, je vais te faire une croix sur la cible, je lui ai dit. Toutes mes balles iront pile poil sur les croix. Tu regarderas l'anatomie du corps humain et tu regarderas les croix où elles sont positionnées. Tu ne tues pas, tu blesses, tu neutralises, tu ne tues pas. Aucun organe vital ne peut être touché. Mais il te faut une position précise. Si tu n'as pas la position précise de tir, tu ne peux pas. Donc en vérité, c'est ça qui pose le plus problème. C'est que la position de tir pour ne pas tuer, c'est face au véhicule. Et tu neutralises justement sur le frein à main, donc la main qui permet de passer les vitesses, tu tires une balle et tu as de l'autre côté du flanc, là où il n'y a pas la rate, l'estomac et tout le reste, tu as la possibilité de tirer aussi une balle dans cet endroit-là. Ces deux impacts neutralisent directement le délinquant de la route qui refuse d'obtempérer
Toi, après, il faut que tu te jettes sur un côté. Bien sûr que si la voiture part, t'es devant. Mais c'est le risque à prendre. Mais dans ces cas-là, tu le tues pas. Tu es dans une position frontale, en face à face. Faut que tu anticipes aussi ton tir, puisque en étant debout devant la voiture, lui, en étant assis derrière un volant, la position n'est pas la même. Donc, tu dois prendre connaissance aussi de comment tirer dans une position assise. Les tirs ne sont pas les mêmes si tu as une personne debout, si tu as une personne assise, si tu as un véhicule avec un tableau de bord qui est devant. Et au bout d'un moment, il faut savoir tirer. En 2 stands de tir, ça ne fait pas de toi un tireur. Tu devrais même pas avoir une arme dans les mains. Moi, je suis surqualifiée. Je pourrais avoir mon permis du premier coup en claquant des doigts, limite. Mais je n'en veux pas parce que je n'aime pas les armes. Mais moi, au moins, je sais tirer avec mon arme. Je n'ai pas tiré 2 fois dans toute ma vie. Voilà, en 6 ans de mission, mon maître d'armes m'a emmené des fois, pendant les vacances, 3 à 4 fois par semaine au stand de tir. Il m'a dit, si on rentre en guerre, je veux que tu saches tirer. Il me dit, parce que le combat à l'épée, le combat, bon, il m'a dit, je sais qu'avec ton arc et tes flèches, toutes tes flèches, elles vont être utilisées, elles vont être directement dans tes cibles. Il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu n'as plus tes flèches pour tirer à distance, après c'est du corps à corps, à l'épée, au couteau. Et la personne a eu une arme, va te falloir une arme aussi. Si tu ne sais pas te servir d'une arme, tu ne sauras pas tirer. Et le but d'une guerre, c'est pas de tuer les soldats, c'est de neutraliser en blessant l'ennemi, de façon à ce que l'ennemi reparte perdant dans son pays, donc voilà, avec ses blessés, et non pas avec ses morts. C'est ce que vous avez toujours pas compris d'une guerre. Le but, c'est de faire le plus de blessés de façon à ce que l'équipe adverse de la tienne, le camp adverse, abandonne le combat parce qu'ayant trop de blessés dans ses soldats, ne peut plus combattre. Quand tous les blessés, tous les soldats sont blessés dans le camp adverse, ton camp a gagné, puisqu'ils ne peuvent plus combattre. Tu n'as pas besoin de les tuer pour cela. Voilà, à un moment donné. Ça, c'est l'idéologie de Dieu. Voilà, Dieu, comment il pense. Déjà, oui, je sais, tu penses qu'ils ne devraient même pas avoir de guerre, tu comprends même pas pourquoi ils se font la guerre. Mais ils ne le savent pas eux-mêmes. Je suis sérieuse. Mais en vrai, ils ne savent même pas pourquoi ils se font la guerre. Puisqu'ils attaquent leur propre espèce. Il faut vraiment être con pour attaquer son espèce, en vrai. Tu tues que les tiens. C'est des humains qui meurent. Les nations ne sont qu'une division, qu'une répartition des humains sur la totalité de la planète Terre. Les nations sont que le même peuple, mais sédentarisé dans des pays. Donc en clair, quand tu vois l'Ukraine et la Russie qui s'attaquent, ils attaquent le même peuple. Ils s'attaquent entre même peuple. La Syrie et l'Irak, pareil. Ils s'attaquent ensemble. C'est le même peuple. Pourquoi ils se battent? Pour un petit bout de terrain, pour un peu d'argent. Voilà, pour le pouvoir, pour l'argent et pour la gloire. Mais il n'y a aucune gloire dans une guerre. L'équipe qui se fait envahir et qui au final gagne, oui, pour elle, oui. Mais celui qui attaque, il n'y a jamais d'honneur à attaquer. Il n'y a toujours que il y a toujours que de l'honneur à se défendre. Je sais, mon Dieu. Ouais, ben, j'espère que je vais y arriver avant la fin. Ouais, j'espère surtout sans avoir besoin de prendre pouvoir pour que ça change. S'ils sont incapables d'appliquer le système, il n'y en a qu'une seule qui pourra le faire. Oui, merci, je sais, c'est moi. Ça m'enchante pas du tout. C'est vrai, je suis l'enchanteresse. L'enchanteresse n'est pas du tout enchantée.
Mais je veux pas mettre à la place de Macron, prendre le pouvoir. Compliqué. Il me demande quand même une chose qui est compliquée à faire. Oui, je sais, compliqué, mais pas impossible. Impossible n'est pas français, n'est pas française. Mon Dieu, au secours, je vais pas prendre le pouvoir de la France quand même. Oh putain de merde. Mais le problème, c'est qu'ils sont déconnectés, ils se comprennent pas. C'est comme là, Macron reçoit les maires pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais on le sait, ce qui s'est passé. Pourquoi tu demandes aux maires? C'est des solutions. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça se reproduise pas? La solution, c'est pas de punir les parents, c'est pas non plus d'empêcher de vivre ces gamins. Ils ont, alors malgré toute la haine, toute la violence, autant verbale que physique qu'on a entendu, il faut entendre aussi autre chose. Ce système, on n'en veut pas. Si vous voulez qu'on fasse nation, il va falloir que les choses changent. Il va falloir que le système soit beaucoup plus juste pour nous aussi. Ah mais moi les solutions, elles sont claires. Plus de quartier. Dans une ville, il n'y a pas à avoir des quartiers d'un côté et le reste de l'autre. Plus de quartier. Toute la ville à même égalité, vivant dans le même genre de logement. Toutes ces tours de béton, on les retire. Au lieu de réparer, de faire des coups de peinture, au lieu d'injecter de l'argent connement, on détruit tout, on investit une bonne fois pour tout dans de véritables logements qui sont semblables à tous les autres logements de la ville, du département. Voilà, on met tout, la politique de la ville, la politique des villages, c'est tout le monde à même égalité. Si déjà ils vivaient dans des HLM qui ne ressemblent pas à des quartiers, à des cités, à des tours de béton, mais qui ressemblent aux mêmes autres quartiers de leur ville, déjà ils n'ont pas l'impression d'être à part de la France. Quand on regarde où ils vivent et quand on regarde où on vit, nous, à côté, il faut se poser des questions au bout d'un moment. Moi, j'ai vécu dans un quartier, à la Pergola, à Montpellier, juste à côté du Petit Bar. Donc, au bout d'un moment, voilà, je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est les quartiers du Petit Bar. La Pergola, c'est beaucoup plus résidentiel. Il y a toujours eu plus de problèmes dans le Petit Bar qu'à la Pergola. D'un côté, le Petit Bar, c'était des tours de béton qui sont en train de tomber. Justement, Montpellier le fait le taf pour faire disparaître ce paysage de quartier. Mais déjà, on les associe directement, les jeunes de quartier, les mecs de cité. C'est pas discriminatoire, ça? Ah ben merci, voilà. On dit les racailles, les jeunes de quartier, les étrangers, les immigrés, et on ne dit pas les Français. Quand on crée deux France qui ne sont pas similaires, où d'un côté tu vis dignement et de l'autre côté tu es parqué dans des tours de béton, il y a une division qui se crée. Ah mais tu sais qu'il y a un frère qui m'a dit, t'as raison sur Marseille. Frévalon, tu regardes les tours de béton, tu marches 500 mètres et tu vois des quartiers résidentiels pavillonnaires. Et la connotation des deux, ça tranche. Ça fait tache, un quartier au milieu du reste de la ville. Ah, mais on les appelle les cassos, les cas sociales, les cas défavorisés, les jeunes de quartier, les mecs de cité, on dit aussi les maghrébins, c'est un quartier de maghrébins, de bougnoules. À un moment donné, si tout ça, c'est pas discriminant, c'est quoi? Sans aller dans le sale arabe, ou sale noir, ou sale africain, retourne chez toi, sale marocain, casse-toi chez toi, ça, c'est certes une insulte verbale. C'est une insulte, mais la discrimination, c'est juste de les associer, les mecs de quartier. Alors, parce que dans ces quartiers, les mecs qui y vivent, il y en a qui vont pas à l'école normalement.
Il y en a qui, moi j'en connais, ils vont à l'école, ils sont bons élèves, et une fois qu'ils arrivent au quartier, ils vendent du shit. Ils font les deux à la fois. Bon étudiant et bon vendeur. C'est ça, ils font double emploi. Ah ben le gamin, il a 17 ans, il est capable d'être bon élève, d'avoir que des bonnes notes, et en plus de ça, de dealer en travaillant. Il fait les deux. Deux emplois, il cumule, celui d'étudiant et celui de délinquant. Ah mais lui, il livre à scooter. Il emmerde personne au bas des quartiers. Il traîne plus au bas des cités. Il fait de la livraison à domicile. Comme ça, il emmerde pas la vie du quartier. Alors certes, ça emmerde les policiers, mais il faudrait peut-être légaliser. Si on légalise, les délinquants peuvent directement amener le shit. Oui, il y a un trafic de drogue, mais c'est les... Au final, s'il n'y a pas la violence associée au trafic de drogue, à un moment donné, on ne peut pas empêcher quelqu'un de fumer, de se droguer, de boire. Si la personne ne veut pas, tu ne peux rien faire. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être accepté que certaines veulent fumer, veulent boire, veulent se droguer et qu'il faut arrêter de rendre ça illégal parce que c'est peut-être ça qui crée au final tout ce chaos-là. On vit dans une société de surcommercialisation, de surconsommation. Tout se vend. Tu vends le sexe, tu vends tout, tout se vend dans cette société. Tu vas sur le darknet, tu vois que tout se vend. Tu peux acheter une gamine, tu peux acheter un organe sur le darknet, mais tu vois tout ce qui se vend. Mais c'est trop tard. Eh ben oui, mais on vit dans une société de péché permanent. Voilà. Oui, mais regarde les réseaux sociaux, regarde comment moi je les utilise. Comme lien social, comme une toile d'araignée. J'ai tissé ma toile. Et chaque... Eh ben oui, à chaque passage... Comment on dit ? Tu vois pas ce que je veux... Attends. Segment. Ben, j'ai le nom en hébreu de Babel, mais je l'ai pas en français. Chaque segment de la toile, voilà, donc chaque segment de la toile est un messager. Et le message circule sous la toile. Et la toile s'élargit, s'élargit, s'élargit. Mais ça sert pour faire changer les choses, pour faire changer le système. Moi, ça sert de mission. Ça, c'est utiliser Internet intelligemment. Se servir d'Internet pour faire changer le système, pour faire évoluer le monde. Il sert à ça, Internet. Je sais, en réalité, ça a même été créé pour moi, ça, pour ma petite émission. Et je sais, t'as inspiré tellement de personnes pour qu'on en arrive à ce que j'ai tout dans les mains. Ah, mais j'ai toutes les cartes en main, moi, pour changer le monde, là. Mes aïeux n'avaient pas tout ça. La dernière est mieux équipée. La dernière des Saint Graal, la dernière de la ligne. Après moi, il n'y a plus de Saint Graal. Je suis bien équipée, moi, franchement. J'ai tout l'équipement que mes aïeux n'avaient pas. C'est ça, la dernière est la mieux servie. Mais à côté de ça, il y en a qui m'ont dit, mais l'uniforme. Mais pas un uniforme à l'américaine. Ah non, faut pas faire l'uniforme campus. C'est pas la petite jupette avec les petites chaussures où on fait la petite salope. Donc voilà, on va pas créer des cheerleaders. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il va falloir plutôt une blouse républicaine. Ben, d'ailleurs, les musulmans sont d'accord. Si la blouse peut se fermer, alors j'ai dit c'est un col, donc voilà, qui se ferme par pression
jusqu'au niveau des genoux. La blouse, elle va au-dessus du genou jusqu'à au cou. Ça se boutonne comme une chemise de polo. C'est long jusqu'au poignet. Il y a une version qui peut être faite pour l'été à manches courtes. Et la couleur est la même dans chaque école de la République française. Non, dans le public, pas dans le privé. Le privé, après, il peut faire justement une blouse d'une autre couleur. Ou eux peuvent faire un uniforme privé. Mais dans l'école publique, toutes les écoles publiques doivent avoir le même. Il y a juste l'écusson de l'école qui peuvent être rajoutés qui fait la différence. Eh bien, moi, je ferai dessiner en concours par les écoliers, justement, toutes les écoles, je ferai un concours, moi, par classe. Toutes les classes vont devoir voter pour un dessin qui va être présenté avec d'autres dessins pour pouvoir être justement l'écusson qui représente l'école. Moi, mon ancienne école, c'est l'école Léon Mallet. L'école Léon Mallet, tu vas pas avoir juste marqué école Léon Mallet. Tu peux avoir un logo, un petit logo qui est dessiné par les écoliers. C'est voté après, donc voilà, comme un concours. Et au final, chaque école, sur sa blouse, va pouvoir faire imprimer le logo de son école, avec le nom de son école, marqué République française. Donc voilà, école nanana nanana, au niveau de la poche ou au-dessus de la poche, avec l'écusson, mais pas d'uniforme. Ce qui différenciera chaque école, ça sera son écusson avec son nom et son prénom. Et justement, tu peux faire des concours comme ça, école contre école. La blouse, c'est un peu comme la blouse d'Harry Potter, avec les différentes maisons. Voilà, ils ont tous la même robe de sorcier, mais chaque robe de sorcier a l'écusson de son école. C'est ça, t'as tout compris, mon Dieu. Ils sont bien mes plans, hein, ils sont intelligents. Hein. Et les enfants qui feraient ça? Ah ben moi, au niveau de la poche, il y aurait le nom de l'école, ta classe, ouais, sur une étiquette aussi à l'intérieur, le nom de ta classe, ton nom, ton prénom. Ouais, c'est bien aussi, t'as raison. Hein, on a fait ça. Moi, ma mère, elle m'a fait des petites étiquettes avec mon nom et mon prénom. Je me rappelle quand j'étais petite. Hein. Ça a toujours bien fonctionné. Hein. Et t'as juste besoin d'une bandelette thermocollante, d'un feutre à tissu. Donc voilà, et c'est bon, vous voyez, c'est pesé. Hein. Mais l'idée est pas mal, la blouse. Il y en a qui m'ont dit, tu la vois de quelle couleur? Mais bleu, blanc et rouge. Dans quelle sorte tu mets les couleurs, on s'en fout. Moi, personnellement, je verrais une blouse bleu marine, la couleur du drapeau français, avec, au niveau du col, les 3 bandes bleu-rouge. Voilà. Au niveau de la poche, le bleu, blanc, rouge de la France avec la Marianne française, avec le nom de l'école et l'écusson de l'école. Bien entendu, des pressions sur toute la blouse du haut jusqu'en bas. Et au niveau aussi des manches, si tu dois faire une activité, si tu dois faire quelque chose où il faut que tu te relèves un peu les manches, voilà pourquoi on dit se relever les manches. Et pour les équipes de sport à l'école, faire des rencontres sportives, des duels sportifs où les écoliers, exemple, gagnent un voyage, donc voilà, à la neige, donc voilà, ce qui permet aussi à des écoles défavorisées, comme on dit, de quartier, de pouvoir au moins montrer aussi son potentiel. Ils ont un niveau de créativité dans ces quartiers, honnêtement, même les polices hallucinent.
Ah, je remets de la concurrence entre chaque école de tout le territoire français. Je remets au mérite aussi. Je remets, si tu n'es pas en acquis de passer à la classe suivante, tu redoubles. Faut pas avoir peur de faire redoubler un élève parce qu'il n'a pas les acquis. C'est dans son intérêt de redoubler. C'est peut-être dans l'intérêt des parents et de cet enfant de vouloir passer à la classe supérieure pour pas avoir du retard sur les autres. Mais si tu n'as pas les acquis, tu auras du retard sur les autres dans la classe où tu vas passer. Tu dois rester dans la classe où il te manque les acquis. Si en cours d'année, les acquis, tu les as, tu peux même passer en cours d'année dans la classe supérieure. Ben oui, voilà. Je remets aussi l'autorité du professeur. Si le professeur rentre dans une pièce, tu te lèves. Bonjour monsieur ou bonjour madame, t'attends que le professeur te dise de t'asseoir et tu t'assois. Si le professeur te rappelle à 1, 2 et 3 reprises, à la 3e fois, c'est soit puni au coin, soit au cabinet de pénitence. Soit tu vas tourner le dos à la classe, le temps de te calmer et que le professeur te dise de te rasseoir, soit sinon, tu vas aller en cabinet de pénitence, tu seras seul avec toi-même, tu vas devoir faire tes lignes et comprendre pourquoi tu as été puni. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Pas de chewing-gum dans la classe, pas de téléphone dans la classe. Les filles, quand elles viennent à l'école, c'est avec la blouse, pas de bijoux, pas de maquillage. Donc voilà, pas de talons hauts non plus. Ah mais moi je mets, comment dire, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre comme ça. Tu dois dire aux élèves ce qu'ils ont le droit et ce qu'ils n'ont pas le droit. Mais c'est pas de la dictature vestimentaire, puisque quand ils sortent de l'école, ils peuvent remettre leurs bijoux, elles peuvent se remaquiller, elles peuvent remettre leurs talons, et elles peuvent retirer la blouse et être habillées comme elles sont normalement dessous. Elles ou ils. La blouse, c'est pendant le temps scolaire. Avant et après l'école, tu t'habilles comme tu veux sous ta blouse. Dehors, tu peux faire la belle. À l'école, on s'en fout de ta beauté. C'est ce que tu as dans la tête qui compte. Voilà. Mais les enfants deviennent de plus en plus narcissiques. Faut calmer un peu ce narcissisme. Ouais, regarde, moi je suis mieux habillée que toi. Ouais, regarde, elle est habillée comme une pouilleuse. Eh ben ça, voilà, c'est de la discrimination, c'est dénigrer les autres. Une blouse, tout le monde a la même égalité. Voilà, les mêmes ordres, le même règlement. Voilà, le règlement, c'est ça, mon Dieu. T'as trouvé le mot que je cherchais. Le règlement vestimentaire et le règlement de l'établissement. Il va falloir revoir le règlement qui soit appliqué au pied et à la lettre. Les étudiants, les écoliers devront le lire avec leurs parents et les parents et les écoliers devront le signer. Peu importe l'âge, à partir de 6 ans, tu es en âge de comprendre ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Tu dois en être informé par l'école et c'est aux parents de te dire ce que tu as le droit de faire ou pas à l'école. À côté de ça, je remets aussi de l'intérêt dans les emplois. Voilà. Je revois alors, la formation est pas mal, mais elle prend trop de temps. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de terrain. C'est sur le tas que tu apprends. C'est directement dans le métier que tu apprends. Donc, la formation doit apprendre la théorie et la pratique en même temps. C'est pas t'apprends la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. T'apprends la pratique et la théorie en même temps en travaillant. À l'époque, il n'y avait pas de formation pour devenir plombier. C'est en suivant un plombier, en le voyant travailler et en entendant ses explications que tu arrivais à faire pareil parce qu'il te montrait, il t'expliquait, il t'apprenait. Il y avait une transmission du savoir.
Je parle bien. Et c'est pour ça qu'ils se disent il faut qu'elles prennent pouvoir, mais c'est pas la solution. Je suis là pour les guider. Ma façon d'être, c'est ce que tout le monde va devoir devenir. Je l'ai compris. Je l'ai dit, je suis pas parfaite. Voilà. C'est pas la perfection que je leur demande. C'est la maîtrise, le contrôle de soi. L'ordre et non pas le chaos. Vivre en paix. Déjà, tu mets tous les citoyens à même égalité niveau logement. Il n'y a plus de quartier. Il n'y a plus de jeunes de quartier. Il n'y a plus de jeunes de cité. Ça n'existe plus. Des jeunes des HLM, oui. Les Français vivant dans les HLM. Voilà ce que ça va donner. Ça sera plus les gens de quartier. À l'école, tout le monde à même égalité, que tu sois musulman, juif, chrétien, que tu sois blanc, noir ou jaune. Donc voilà, on s'en fout. Tu as le même règlement à l'école pour tous. Tu as le même règlement vestimentaire pour tous. Tu ne peux plus venir en djellaba. Mais tu ne peux plus venir en crop-top et en mini-jupe. Sous ta blouse, oui, mais pas sans la blouse. La blouse, vous êtes tous étudiants à même égalité, vous avez la même tenue vestimentaire. Il n'y a plus de division. Vous êtes tous traités à la même enseigne. Ah ben on peut mettre tout le monde dans le même lot, dans le même sac, dans le même panier. Mais il faut que ça soit fait avec équité et avec intelligence. La blouse, ça met tout le monde à la même égalité. Peu importe comment tu es habillé dessous, tu es habillé dessus de la même façon pour tous. Si l'une n'a pas le droit de venir avec du maquillage, l'autre n'a pas le droit de venir non plus maquillée. Moi, je suis directrice d'une école, je débarbouille la gamine avant qu'elle rentre en classe. Hein. Ah, mais... Produits biphase, démaquillant, même pour produits... même pour waterproof. Avec coton à démaquiller, à l'entrée, tu rentres dans mon établissement, peinturluré comme un carré d'as, comme si tu allais en boîte de nuit. Ma chérie, tu vas venir te regarder dans une glace, on n'est pas là pour faire le clown. Donc voilà, ni pour faire la fashion addict, tu vas devoir prendre le lait démaquillant, de prendre un coton à démaquiller et tu vas te débarbouiller. Les bijoux, pareil. Pourquoi tu viens avec ton or? Pourquoi tu viens avec ton argent? Est-ce que tu as besoin d'avoir tes bijoux, de montrer ta richesse? Est-ce que à l'école, tu viens pour apprendre ou tu as besoin d'apprendre sur ton téléphone portable? Le téléphone portable, c'est chez toi. C'est quand tu es avec tes copains. C'est dehors. C'est pas dans l'enceinte d'une école. Voilà. À un moment donné, il y a une connexion Internet dans une école. Chaque professeur doit avoir un ordinateur qui sert justement de connexion Internet dans la classe si c'est nécessaire. Mais les étudiants n'ont pas à avoir leur téléphone portable, leur tablette, leur ci, leur mi, leur monde connecté. On n'est pas à la maison, on n'est pas en vacances, on n'est pas à la récré. Tout ça, c'est dans les casiers. Ou dans un casier, dans une boîte, fermée à clé par classe. Donc voilà, à l'accueil, que tu récupères à la sortie de l'école. Si tu sors à midi, parce que tu es externe, eh ben, tu vas pouvoir récupérer ton téléphone puisque tu es dehors. Si tu as un problème, tu dois pouvoir prévenir soit l'école, soit prévenir, donc voilà, tes parents. Donc oui, tu peux récupérer ton téléphone puisque tu es externe, tu peux sortir. Ceux qui sont internes, oui, tu peux consulter ton téléphone, mais ton téléphone ne sort pas avec toi. Si tu attends un appel important, donc voilà, ou quoi que ce soit de tes parents, ou que tu vas arrêter les cours et que tu attends une réponse d'un patron de stage ou quoi que ce soit, oui, tu dois pouvoir accéder à ton téléphone. C'est pour ça que les casiers. C'est pas normal encore qu'en 2023, toutes les écoles ne permettent pas à chaque élève d'avoir un casier avec la totalité de ses cours, avec au final, eh ben oui, vous faites des casiers avec justement des cadenas de sécurité,
Pour arriver à péter un cadenas de sécurité, moi j'ai essayé, je peux te dire, vas-y, galère. Et il te faut un appareil électrique que tu peux brancher. Donc à un moment donné, c'est facile de remettre de l'ordre. Hein. Suffit d'avoir des solutions. Macron, quelle solution tu as à leur proposer? Aucune. Tu parles déjà de voir tout ça le 14-15 juillet. Mais on s'en fout du 14 juillet. Les jeunes de quartier vont pas attendre le 14 juillet avant de recommencer si rien leur est proposé. Hein. Ils veulent que ça change. Ils veulent que les policiers soient formés différemment. Qu'il y ait une nouvelle politique de la police, mais aussi une nouvelle politique de la République. Et non pas des quartiers. Ils veulent pas un plan banlieue, un plan banlieue. Ils en veulent pas. Ils veulent plus de plans. Ils veulent être traités comme tous les Français. Vivre dans les mêmes conditions que tous les Français. Avoir les mêmes chances que tous les Français. Et que leur mérite soit reconnu. Au lieu d'être dévalorisé en permanence par rapport à la situation familiale ou à la situation où ils vivent. Oui, ils font des conneries. Mais parce que le système ne leur convient pas. Ils ne veulent pas de cette société-là. Mais c'est eux et leurs enfants, les générations. Les gamins de 14 ans à l'heure actuelle, la haine qu'ils vont avoir, les enfants vont l'avoir. On s'en sortira jamais si de véritables solutions ne sont pas trouvées. Les solutions, je vous en ai apporté 3. Revoir l'école, revoir le système de logement de ces familles. Et au final, le travail. Si les salaires n'augmentent pas, tu ne donnes aucun intérêt à ces enfants de vouloir envisager un métier qui rapporte au final beaucoup moins que le deal. Entre le deal et un sous-métier sous-payé, il y a quelque chose entre les deux. C'est quelque chose qu'il faut les mettre dedans. Ils seront jamais riches. Mais leur faire comprendre qu'ils peuvent être des classes moyennes. Et qu'une classe moyenne peut vivre dignement. Ce qui n'est pas le cas d'une classe pauvre ou défavorisée. Il n'y a plus de classe défavorisée. Si au final le travail rapporte, tout travail mérite salaire. Mais c'est pas à n'importe quel salaire. Plus la vie est chère, plus le salaire doit être payé. Quand tu vois que tu fais payer 44 € un repas, que tu as 2 services, ne me dis pas qu'à un moment donné, tu ne peux pas augmenter tes employés. Et ce n'est pas à l'État de le faire, c'est au patron de le faire aussi lui-même. Tu sais qu'il y a une inflation, que tes salariés viennent travailler, mais que l'inflation bouffe ce qu'ils ont. Tu leur donnes un peu plus par toi-même, ça devrait être automatique. C'est parce qu'au final, vous n'êtes pas unis ensemble face à cela. La pauvreté, si les classes riches et les classes moyennes ne viennent pas justement à mettre les classes pauvres, défavorisées, à même égalité que eux, au minimum en classe moyenne, il y aura toujours un problème de pauvreté, il y aura toujours du deal, il y aura toujours du vandalisme, il y aura toujours des cambriolages. Ils vont se servir, avouent qu'ils avaient plus que eux en réalité. Pour eux, c'est prendre aux riches pour donner aux pauvres. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt permettre à ceux qui sont pauvres de s'enrichir? Pas de devenir milliardaires pour autant. Peut-être qu'un jour ils y arriveront. Tout dépend de l'ambition de carrière, tout dépend les investissements que tu peux faire. Donc voilà. Chaque personne va avoir des projets différents. Mais ça ne veut pas dire que ton projet ne peut pas aboutir et qu'un jour tu ne peux pas être milliardaire. Mais déjà, il ne devrait plus avoir de pauvreté. Quand tu pars d'aussi bas, comment arriver déjà aussi haut quand déjà tu as la classe moyenne entre les deux? Il ne doit plus avoir de classe pauvre. Si les salaires les plus bas que les familles défavorisées sont susceptibles de devoir avoir n'augmentent pas en salaire, il n'y a aucun intérêt à ces jeunes-là de prendre ce genre d'emploi qui est réservé pour eux en fonction de leur situation, alors qu'au final, ils ne vont pas s'enrichir et qu'ils vont se crever à la tâche. Ils n'en veulent pas de cette vie-là.
Va falloir changer les choses, va falloir changer le système. Il y a tout à reprendre de A à Z.